Lorsque l'agent Patricia Williams a embrassé sa fille pour lui dire au revoir ce matin de novembre 1985, elle n'avait aucune idée que ce serait leur dernière étreinte pendant près de 2 décennies. La famille s'est battue contre un système qui semblait oublier son existence. Un autre dossier de personnes disparues a été classé. Une autre famille est restée sans réponse, mais les autorités ont négligé une route. Le travailleur découvrirait sous le béton et l'acier. Pourquoi l'enquête a-t-elle été menée? Froid. Si vite que savait le département qu'il n'a jamais révélé, et qu'est-ce que a été enterré sous ce pont qui allait tout changer. Aujourd'hui, nous découvrons la vérité qu'ils ont essayé de cacher vous. Avant de découvrir cette histoire de disparition, laissez un commentaire et dites-moi où vous êtes regardé depuis ce lieu. Signifie beaucoup de savoir que nous explorons ce mystère ensemble avec le respect qu'il mérite vraiment. Patricia Williams était plus qu'un simple numéro de badge, c'était une policière dévouée qui était fière de servir son pays. Communauté et une mère aimante qui n'a jamais manqué de mettre sa fille de 8 ans au Lytton novembre 1985, la vie évoluait à un rythme différent. Les gens dépendaient du téléphone fixe, les téléphones, et les ordinateurs étaient rares, et les cas de personnes disparues restaient souvent non résolus. Parce que les outils dont nous disposons aujourd'hui n'existaient pas, Patricia avait construit une routine entre son horaire de travail et son temps en famille. Elle était connue pour sa ponctualité et sa fiabilité envers ses collègues officiers, respectait son dévouement, et ses voisins admiraient la façon dont elle parvenait à concilier son rôle de mère célibataire avec les exigences de la police. Elle vivait dans un appartement modeste où elle créait un havre de paix pour elle. Et sa fille, chaque matinelle, préparait le petit déjeuner, préparait le déjeuner de sa fille et la conduisait à l'école avant de se rendre à son travail. Mais quelque chose était différent ce mardi matin particulier où Patricia a pointé pour son quart de travail ce mois de novembre. Jour comme les autres, elle avait des tâches de patrouille, couvrant le côté sud de la ville, une région qu'elle connaissait bien après avoir travaillé pendant des mois au même endroit, où elle battait son sergentel à assigner ses appels, de routine, rien qui semblait dangereux ou inhabituel. Elle a géré un accident de la circulation mineure vers midi, a aidé une femme âgée qui s'était enfermée hors de sa voiture et a écrit quelques contraventions de stationnement, son bavardage. Radio était normale tout au long de la journée, elle a attrapé déjeuner dans un restaurant qu'elle fréquentait et où la serveuse se souvenait l'avoir vue vers 22 heures. Patricia a mentionné qu'elle avait hâte d'aider sa fille avec un projet scolaire ce soir-là. Elle avait prévu de passer à l'épicerie après son quart de travail pour récupérer des fournitures pour le projet. Son dernier contact radio était à 15h45, signalant qu'elle me dirigeait vers une enquête sur un appel de perturbation mineure. L'appel semblait routinier qui nécessiterait normalement une sauvegarde. Elle n'avait aucune idée que quelqu'un surveillait déjà chacun de ses mouvements lorsque le quart de travail de Patricia s'est terminé à 16h ans. Sa fille s'attendait à ce qu'elle soit à la maison à 16h30 comme toujours. La petite fille avait été excitée toute la journée à l'idée de travailler sur son projet scolaire avec maman. À 17h, j'ai commencé à regarder depuis la fenêtre du salon à 18h. Une réelle inquiétude s'est installée. Ce n'était pas du tout comme sa mère. Patricia n'était jamais en retard sans appeler, surtout quand il s'agissait de sa fille. La fille appelait sa grand-mère qui, elle, a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. La mère de Patricia connaissait les habitudes de sa fille mieux que quiconque. Le partenaire de travail de Patricia a déclaré que Patricia avait quitté la gare à l'heure à laquelle ils ont commencé à appeler les hôpitaux locaux, pensant qu'il y avait peut-être eu un accident. Des amis et des voisins se sont joints aux recherches en conduisant à la recherche de la voiture de patrouille de Patricia. Tous ceux qui connaissaient Patricia comprenaient qu'elle ne laissait volontairement sa fille attendre et se demander à minuit. Tout le monde savait quelque chose de terrible s'était produit. Le rapport de disparition a été déposé le lendemain matin, mais la réponse n'était pas celle attendue. La famille s'attendait à ce que la mère de Patricia doive insister pour que la police vienne la chercher. Le rapport a sérieusement suggéré que certains officiers ont suggéré que Patricia avait peut-être simplement besoin d'une pause de sa responsabilité qu'ils impliquaient que les mères célibataires quittaient parfois leur vie. Cette attitude, la famille de Patricia, qui savait mieux que quiconque à quel point elle était dévouée à sa fille,
a été exaspéré par la recherche initiale. Limités et semblaient peu enthousiastes, les officiers ont vérifié ses itinéraires de patrouille habituels. J'ai interviewé quelques collègues, mais il n'y avait aucun sentiment d'urgence chez sa famille. Ont organisé leurs propres équipes de recherche en affichant des dépliants dans le quartier et en vérifiant auprès des entreprises locales qu'ils s'offèrent le peu d'argent qu'ils avaient en récompense pour des informations. Les premières 24 heures sont cruciales dans tout cas de personnes disparues, mais ces précieuses heures s'écoulaient tandis que la bureaucratie avançait lentement, mais la réponse n'était pas celle à laquelle la famille s'attendait. Lorsqu'un policier disparaît, les services de police se mobilisent généralement à chaque fois. Ressources disponibles, la confrérie bleue serre généralement les rangs pour protéger l'un des leurs propres conférences de presse sont organisées, les agences fédérales s'impliquent et les rassemblements communautaires autour de la fine ligne bleue, le cas de Patricia, auraient dû déclencher ce genre de réaction, mais n'y a-t-il pas eu de conférence de presse lors de ces premiers jours? Crucio du FBI n'a pas été contacté malgré le fait que Patricia soit une agente des forces de l'ordre. Ses collègues semblaient étrangement distants lorsque les membres de la famille ont demandé de l'aide. Certains n'ont même pas répondu aux appels téléphoniques de la mère de Patricia, du syndicat de police qui aurait dû défendre l'un de ses membres et était resté largement silencieux face au manque de soutien de sa propre part. Le département a déconcerté et blessé la famille de Patricia. Il ne comprenait pas pourquoi les collègues de Patricia ne bougeaient pas, ciel et terre pour la retrouver. Sa fille n'arrêtait pas de demander pourquoi la police de papa n'aidait pas encore maman quelque chose à propos de cette affaire. Elle a été traitée différemment malgré la réponse tiède des responsables de la communauté. Des équipes de recherche organisées tout au long de la première semaine, la congrégation de l'église de Patricia, les voisins et même aides inconnus qui avaient entendu parler de l'affaire se sont joints à l'effort. Ils ont passé au peigne, fin les parcs, les terrains vagues et les zones boisées dans un rayon de 20 miles de l'endroit où Patricia a été vue pour la dernière fois. Des entreprises locales ont fait un don nourriture et fournitures pour les volontaires. Les stations de radio ont diffusé des appels pour information. Les recherches ont été méthodiques, mais entravées par le manque de ressources policières et d'expertise des bénévoles. Elles n'avaient pas accès à l'équipement spécialisé et à la formation, dont les équipes de recherche professionnelles auraient bénéficié et ont assuré le suivi chaque conseil. Aussi farfelu qu'il puisse paraître, certains bénévoles ont travaillé 24 heures sur 24 en dormant dans leur voiture entre la recherche. A changé la réponse de la communauté, ce qui a montré à quel point Patricia était déterminée à la personne qu'elle a servie. Puis, les enquêteurs ont trouvé sa voiture de patrouille abandonnée. La voiture de patrouille de Patricia a été découverte 3 jours après sa disparition, garée derrière un entrepôt abandonné à environ 15 miles depuis sa dernière position connue. La voiture était verrouillée et il n'y avait aucun signe évident des dommages à l'extérieur. Les clés manquaient, ce qui était inhabituel puisque les policiers sécurisent généralement leurs véhicules différemment des civils à l'intérieur de la voiture. La radio de Patricia était éteint son journal de bord, il manquait plusieurs pages et son arme de service avait disparu. Ces détails auraient dû être principaux signaux d'alarme pour les enquêteurs. Son sac à main était toujours dans la voiture, mais son portefeuille avait disparu de l'intérieur. Il n'y avait aucun signe de lutte à l'intérieur du véhicule, ce qui a dérouté les enquêteurs. L'emplacement de la voiture n'était pas aléatoire. Elle se trouvait dans une zone connue pour ses activités liées à la drogue et à d'autres crimes. Quelqu'un l'avait délibérément, ils ont choisi cet endroit pour abandonner le véhicule. Mais ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur soulèverait plus de questions qu'ils ne répondraient aux preuves. La voiture de patrouille de Patricia n'a pas raconté une histoire claire. Empreintes digitales trouvées dans l'ailé véhicule comprenaient des éléments qui n'appartenaient pas à Patricia ou à un membre connu du personnel de police. Le kilométrage de la voiture l'indiquait avait été conduit beaucoup plus loin que l'itinéraire de patrouille assigné à Patricia ne le permettait.
Le plus déroutant était l'état de l'équipement de Patricia. Ses menottes manquant sa lampe de poche a été retrouvée sur le siège arrière au lieu de son emplacement approprié et son livre de citations avait des pages arrachées. Le laboratoire a trouvé des traces d'une substance inconnue sur le siège du conducteur qu'ils n'ont pas pu identifier immédiatement. Le café de Patricia, la tasse, était encore à moitié pleine et froide dans le porte-gobelet, ce qui suggère qu'elle était partielle véhicule. Rapidement, le positionnement du siège du conducteur avait été ajusté indiquant que quelqu'un de plus grand que Patricia avait conduit la voiture. Ces incohérences auraient dû fournir des directives claires pour l'enquête. Quelqu'un n'a certainement pas dit à toute la vérité, alors que les jours se transformaient en semaines, sans que Patricia retrouve son désespoir de la famille. Grandissait sa fille de 8 ans, ne comprenait pas pourquoi maman ne rentrait pas. À la maison, la mère de Patricia sont devenus les principaux soignants de l'enfant, tout en essayant de maintenir l'effort de recherche en vie. Ils sont apparus sur les ondes locales programmes d'information télévisés, demandant à toute personne disposant d'informations de se manifester. La fille de Patricia a brandi la photo de sa mère et a demandé à la communauté de l'aider à ramener sa maman à la maison. Les apparences étaient déchirantes, mais nécessaires pour maintenir l'attention du public concentré sur le dossier présenté par la famille pour hypothéquer leur maison afin d'augmenter la récompense. Ils ont contacté des médiums, des enquêteurs privés et toute autre personne susceptible d'aider les groupes religieux, ont organisé des veillées de prière pour le retour sain et sauf de Patricia. La douleur de la famille était visible pour tous ceux qui les rencontraient pendant cette période, mais leurs appels semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd au niveau local. Les chaînes d'information ont initialement largement couvert la disparition de Patricia. Son histoire a été présentée dans la soirée, les nouvelles pendant plusieurs jours consécutifs, et les journaux ont publié des articles sur l'officier disparu. L'histoire avait tous les éléments qui génèrent généralement une attention médiatique soutenue et dédiée mère célibataire, policière et disparition mystérieuse. Les membres de la communauté ont été interrogés sur leur choc et leur inquiétude. Les politiciens locaux ont fait des déclarations sur soutenir les efforts de recherche des émissions de radio, ont discuté de l'affaire et ont encouragé l'auditeur, appellent pour signaler les personnes disparues et déposent des dépliants. Avec la photo de Patricia, l'histoire est apparue dans toute la ville et a même attiré l'attention des médias régionaux qui ont envoyé des journalistes pour couvrir le cas où un fonds de récompense s'est développé à mesure que les entreprises locales et les particuliers ont contribué l'argent. La couverture médiatique semblait prendre de l'ampleur qui aiderait à résoudre l'affaire, puis soudain les médias à l'attention a commencé à s'estomper. La première grande déception est survenue lorsque les enquêteurs ont écarté plusieurs pistes prometteuses. Un témoin qui, prétendait-on, vu Patricia se disputer avec quelqu'un dans un parking se sont rétractés. Une autre information concernant Patricia être repérée à une gare routière s'est avérée être un cas d'erreur d'identité 1. Appel téléphonique prétendant savoir où Patricia était détenue a conduit à un bâtiment abandonné et vide. Chaque fausse piste était dévastatrice pour la famille qui nourrissait de faux espoirs pour ensuite les voir à nouveau anéantis. Les enquêteurs semblaient s'accrocher à des brins de paille plutôt que de suivre une stratégie d'enquête cohérente. Les ressources étaient gaspillées sur des conseils qui n'avaient pas été correctement vérifiés avant d'être poursuivis. La famille a commencé à perdre confiance dans la compétence de l'enquête. Le temps passait et chaque jour qui passait ne trouvant pas Patricia, son retour en toute sécurité était moins probable. Enquêteurs ont manqué quelque chose de crucial dans les coulisses. Le service de police traitait avec d'autres pressions qui ont affecté le cas de Patricia. La ville était confrontée à des coupes budgétaires qui rémunération limitée des heures supplémentaires pour les enquêtes sur plusieurs cas très médiatisés en compétition pour les ressources des détectives et l'attention des médias. Il y avait des considérations politiques pression pour résoudre les cas qui ont généré plus d'indignation publique ou de couverture médiatique. Le cas de Patricia, bien que tragique, ne générait pas l'attention soutenue qu'il aurait dû susciter, la garder en tête de la liste des priorités. Certains détectives vétérans approchèrent de la retraite et n'étaient pas impatients de s'en occuper cas complexes qui pourraient ne pas être résolus rapidement.
La politique départementale également a joué un rôle auprès de différents superviseurs ayant des opinions différentes sur la manière dont les ressources devraient être allouées. Le département était également confronté à des allégations de corruption dans d'autres divisions, ce qui a créé une position défensive. Ces problèmes internes n'auraient pas dû affecter la recherche d'un officier disparu, mais ils l'ont fait. Quelqu'un travaille activement contre la recherche de Patricia après 6 mois d'enquête. L'affaire de Patricia a été officiellement transférée au dossier des affaires non résolues et l'enquête active a été réduite dramatiquement. Avec un seul détective chargé de suivre les nouvelles pistes au fur et à mesure qu'elles arrivaient, cette décision a dévasté la famille de Patricia qui avait l'impression que le système abandonnait son être. Cher détective chargé de maintenir l'affaire s'occupait déjà de dizaines d'autres affaires non résolues, donc le dossier de Patricia est devenu juste l'un des nombreux efforts de recherche réguliers arrêtés et les médias la couverture est devenue pratiquement inexistante. L'argent de la récompense est resté disponible mais sans publicité continue. Peu de gens se souvenaient de l'existence de l'affaire Horn, a dit à la famille de Patricia d'être patiente et que l'affaire serait finalement résolue, mais ces mots semblaient vides de sens. L'enquête officielle aurait pu s'arrêter, mais quelqu'un a continué à creuser la question. Les années qui ont suivi ont été une torture pour la famille de Patricia à chaque anniversaire de vacances. Cet anniversaire fut un douloureux rappel de son absence, la fille de Patricia grandit sans savoir ce qui est arrivé à sa mère, se demandant toujours si elle pourrait un jour franchir la porte de Patricia. La mère a considérablement vieilli pendant cette période, le stress de ne pas savoir ayant eu un impact visible sur sa santé. Service commémoratif à l'occasion de l'anniversaire de la disparition de Patricia, dans l'espoir de garder sa mémoire vivante et de générer de nouvelles pistes. La famille a déménagé plusieurs fois, en partie parce que rester au même endroit était trop douloureux et en partie parce qu'ils reçurent des appels téléphoniques menaçants occasionnels leur disant d'arrêter de chercher Patricia. Les détectives privés étaient embauchés et licenciés à mesure que les ressources limitées de la famille s'épuisaient. Chaque enquêteur ferait des progrès initiaux, mais finirait par se heurter aux mêmes obstacles qui avaient arrêté la police. Mais en arrière-plan quelque chose était dissimulé sur la vérité concernant les raisons pour lesquelles l'enquête de Patricia a été menée. Le froid si rapide était plus sinistre que ce que sa famille aurait pu imaginer à l'intérieur des documents qui n'ont fait surface que des années plus tard ont montré que des preuves clés avaient été délibérément mal gérées dès le début. Les premiers entretiens avec les témoins qui auraient dû être menés dans les jours qui ont suivi la disparition de Patricia ont été retardés. Pendant des semaines, laissant les souvenirs s'estomper et les histoires changer, l'officier qui il a fallu près d'une semaine pour traiter la voiture de patrouille de Patricia à la recherche de preuves, affirmant qu'il attendait le retard, a permis de compromettre ou de perdre des preuves médico-légales cruciales, entièrement des enregistrements téléphoniques qui auraient pu montrer les communications de Patricia dans sa finale des heures ont été demandées mais jamais correctement analysées. Plusieurs personnes qui ont appelé le conseil n'ont jamais été interrogées et leurs coordonnées ont été en quelque sorte perdues, n'étaient pas des accidents ou des erreurs bureaucratiques. Quelqu'un avec un badge et une autorité voulait que Patricia reste manquer la corruption sur laquelle Patricia était tombée, aller plus loin que quiconque. Elle a réalisé à l'époque qu'elle avait travaillé sur des cas qui recoupaient un réseau d'agents qui prenaient pot de vin, de trafiquants de drogue et d'autres criminels. La réputation de Patricia en tant qu'un policier honnête l'a rendue dangereuse pour ce réseau. Elle avait commencé à poser des questions sur les raisons pour lesquelles certaines arrestations n'ont jamais abouti à des condamnations et pourquoi certains criminels connus semblaient opérer avec impunité dans sa zone de patrouille. Patricia avait documenté des incohérences dans son arrestation rapport et le traitement des preuves suggérant que certains de ses collègues étaient compromis. Elle avait commencé à garder son propre notes sur des activités suspectes qu'elle a observées, des notes qui ont disparu après sa disparition. Ses supérieurs étaient au courant de ses inquiétudes car elle avait déposé des rapports
Préliminaire, sur ce qu'Elège voyait que la corruption ne se limitait pas aux agents de police de rue, elle s'étendait à la division des détectives, et peut-être embaucher Patricia était tombée sur quelque chose qui pourrait détruire des carrières en regardant en arrière. La famille de Patricia se souvient des changements dans son comportement pendant les semaines précédant sa disparition. Elle semblait plus inquiète que d'habitude, vérifiant ses cheveux plusieurs fois avant de se coucher et regardant par-dessus son épaule quand ils étaient ensemble. Avait dit Patricia sa mère qu'elle avait l'impression d'être surveillée, mais elle attribuait cela au stress du travail de police qu'elle avait reçu quelques appels téléphoniques raccrochés à la maison qu'elle a signalés à son superviseur, mais qui n'ont jamais été Patricia, qui a enquêté, avait également mentionné à un voisin qu'elle était préoccupée par certaines des personnes avec lesquelles elle travaillait. Bien qu'elle n'ait pas fourni de détails, sa fille se souvient que maman semblait effrayée parfois, surtout quand le téléphone sonnait la nuit. Patricia avait même changé de routine quotidienne en empruntant des itinéraires légèrement différents pour aller et revenir du travail et de l'école. Elle avait commencé à porter son arme hors service plus fréquemment, ce qu'elle faisait rarement auparavant lorsqu'elle essayait de se protéger. Mais ce n'était pas suffisant, l'information spécifique qui a scellé le sort de Patricia, c'était sa découverte d'une opération de trafic de drogue impliquant plusieurs policiers agents fournissant protection et informations privilégiées aux concessionnaires que Patricia avait, elle, est tombée sans le savoir sur ce réseau lorsqu'elle a arrêté un dealer qui a essayé de divulguer les coordonnées de la police pour s'enfuir des ennuis au lieu de rejeter les réclamations du concessionnaire comme l'auraient fait des officiers corrompus. Patricia a commencé à enquêter et a découvert que les preuves des arrestations liées à la drogue disparaissaient, parfois dans la salle des preuves. Elle a trouvé des schémas dans les horaires de patrouille qui semblaient conçus pour avertir certains criminels à l'avance des raids ou d'une présence policière. Accrue Patricia avait identifié au moins 3 officiers qu'elle soupçonnait d'être impliqués 7. Elle montait des dossiers contre eux. Elle avait prévu de présenter ses conclusions aux affaires internes, mais il fallait d'abord des preuves plus solides. Les officiers corrompus ont découvert son enquête avant qu'elle ne puisse exposer. Ce secret était suffisamment dangereux pour tuer un policier. La dissimulation a commencé immédiatement après la disparition de Patricia. Les officiers impliqués dans la corruption savent-ils ont dû contrôler l'enquête pour se protéger. Des preuves clés ont été perdues sous des témoins contaminés, ont été intimidés ou discrédités. L'enquête a été détournée de des zones susceptibles d'exposer le réseau de corruption. De fausses pistes ont été créées pour gaspiller les ressources et le temps d'enquête. Les notes et dossiers personnels de Patricia ont été retirés de son bureau et de son casier avant les affaires intérieures pour être les sécurisés. Les officiers corrompus ont utilisé leur connaissance des procédures policières pour garder une longueur d'avance sur tout effort d'enquête légitime. Ils ont eu accès à tous les rapports d'enquête, pourraient ajuster leur dissimulation en conséquence. Les contacts avec les médias ont été utilisés pour minimiser l'histoire et réduire l'attention du public. Pression pour obtenir des réponses. La machine bureaucratique a été utilisée pour faire disparaître l'affaire dans un labyrinthe de paperasse et procédures, mais ils ne pouvaient pas tout contrôler pour toujours au fil du temps. Petites incohérences dans la version officielle ont commencé à faire surface. Les témoins ont commencé, souvenant des détails différemment de ceux qu'ils avaient initialement rapportés par les agents interrogés au début de l'affaire, ont commencé à contredire leurs déclarations précédentes lorsqu'ils ont été interrogés à nouveau des années plus tard sur des preuves qui avaient été signalées comme perdues ou détruites, a été retrouvées mal classées. Dans d'autres cas, de Patricia. La famille a engagé un détective privé qui a remarqué des divergences. Dans la chronologie officielle, qui n'avait jamais été corrigée, l'enquêteur a découvert que certaines déclarations de témoins avaient été modifiées après avoir été initialement enregistrées sur des enregistrements téléphoniques existaient, pas soi-disant, et ont été trouvées dans un autre système de classement privé. L'enquêteur a également découvert que Patricia avait fait des copies de certaines de ses preuves de corruption et les avait cachées dans un coffre-fort, mais la
clés n'avaient jamais été retrouvées, ces incohérences suggéraient soit une incompétence flagrante, soit une manipulation délibérée de l'enquête. La vérité commençait à éclater fuite. La fille de Patricia n'a jamais cessé de croire qu'elle découvrirait ce qui était arrivé à sa mère en grandissant à l'âge adulte. Elle a développé des compétences et des ressources que son moi de 8 ans n'aurait jamais pu imaginer qu'elle avait étudié la justice pénale à l'université, en partie pour comprendre le système qui avait échoué. Et sa mère, elle a appris les techniques d'enquête, la préservation des preuves et les procédures juridiques. Elle a également développé un réseau de contacts dans les forces de l'ordre qui étaient favorables à sa cause. Contrairement à sa grand-mère qui avait intimidé par la bureaucratie policière, la fille de Patricia savait comment naviguer dans le système et exiger réponse qu'elle a déposées aux demandes d'accès à l'information et a assisté aux réunions du conseil municipal, a gardé le cas de Patricia sous les yeux du public grâce aux médias sociaux et à l'activisme communautaire, avait hérité de la détermination et du sens de la justice de sa mère. Était sur le point de découvrir ce que les détectives expérimentés avaient manqué lors des avancées technologiques au cours des années 1990 et au début les années 2000, ont apporté un nouvel espoir aux affaires non résolues, comme les tests ADN de Patricia. Sophistiqués et pourraient extraire des profils à partir d'échantillons plus petits de bases de données informatiques. Ça permis un meilleur partage d'informations entre les juridictions. La technologie de cartographie numérique pourrait analyser les schémas de criminalité d'une manière qui n'était pas possible en 1985. Des unités d'enquête sur les affaires non résolues ont été créées dans de nombreux services de police, dotés de détectives expérimentés, spécialisés dans l'examen d'anciennes affaires, avec un regard neuf. Ces unités avaient accès à des ressources et à des techniques qui n'existaient pas à l'époque-là, technologies de reconstruction de scènes de crime, des enquêtes originales, pourraient recréer scénarios basés sur les preuves disponibles. Le profilage psychologique avait également considérablement progressé, permettant aux enquêteurs de mieux comprendre les schémas de comportement criminel. Les progrès technologiques finiront par être mis à profit. Dans le cas de Patricias, nouveaux outils révéleraient quelque chose de choquant pour un journaliste chevronné, qui avait couvert la disparition de Patricia en 1985, n'a jamais oublié l'affaire. À mesure qu'il s'approchait à la retraite, il a décidé de revisiter certaines des histoires qui l'avaient toujours dérangé. Le cas de Patricia était en tête de sa liste en raison de la façon étrange dont le journaliste a utilisé ses décennies d'expérience et ses contacts. Pour creuser plus profondément qu'il n'avait pu le faire en 1985, il a déposé de nombreuses demandes d'accès à l'information demande et obtenu des documents qui n'avaient jamais été rendus publics. Il interviewait des officiers retraités qui étaient désormais disposés à parler plus librement de ce qu'ils avaient observé. Le journaliste a également découvert que le dossier de Patricia avait été purgé de plusieurs documents qui auraient dû être des parties permanentes. Son enquête a révélé un modèle de falsification de preuves était l'intimidation des témoins, qui n'était pas apparente 20 ans plus tôt. Ce qu'il se trouvait dans ces fichiers changerait tout. La percée est survenue lorsqu'un policier à la retraite a finalement décidé de parler de ce dont il avait été témoin. En 1985, cet officier était proche de la retraite lorsque Patricia a disparu et n'avait pas voulu compromettre sa retraite en faisant des vagues, mais la culpabilité le rongeait pendant des années et il a finalement contacté la fille de Patricia par l'intermédiaire d'un intermédiaire. L'agent a révélé qu'il avait entendu des conversations entre superviseurs sur la limitation de l'enquête, sur la disparition de Patricia. Il avait vu des sacs de preuves du dossier de Patricia être retirés la salle des preuves par des officiers qui n'auraient pas dû y avoir accès. J'étais également au courant des menaces qui avaient été proférées contre les officiers qui posaient trop de questions sur l'affaire. Le lanceur d'alerte avait conservé des notes détaillées sur ce qu'il avait observé, espérant un jour trouver le courage de dénoncer leurs actes. La révélation révélerait l'affaire en grand sur la base des informations des lanceurs d'alerte. Nouvelle équipe d'enquêteurs a été chargée d'examiner le cas de Patricia. Le détective n'avait aucun lien avec l'enquête initiale et n'avait aucune loyauté envers les personnes qui auraient pu être impliquées.
impliqués dans une opération de dissimulation, ils ont abordé l'affaire avec un regard neuf et des techniques d'enquête modernes. En quelques semaines, ils ont identifié de nombreuses erreurs de procédure et des lacunes suspectes dans l'enquête initiale qu'ils ont trouvé de preuves qui avaient été mal stockées ou mal étiquetées. Ce qui les rendait difficiles à utiliser, ils ont également découvert que plusieurs témoins clés n'avaient jamais été correctement interrogés. Bien qu'ils aient été mentionnés dans le rapport dossiers originaux, la nouvelle équipe a interrogé des officiers à la retraite qui ont fourni des informations qui n'avaient jamais été documentées, qu'ils ont immédiatement repéré ce qui avait été délibérément négligé. L'enquête a suivi des pistes financières qui avaient été ignorées en 1985. Les relevés bancaires ont montré des dépôts et des retraits d'espèces inhabituels effectués par plusieurs agents à l'époque de Patricia. Disparition de ces modèles financiers suggérait que l'argent changeait de main pour assurer le silence. Et la coopération dans la dissimulation. Les enquêteurs ont également découvert que Patricia avait monté un dossier contre des officiers qui détournèrent de l'argent des arrestations pour trafic de drogue et acceptant des pots de vin de la part des concessionnaires. Son enquête s'est concentrée sur le suivi l'argent et elle avait documenté des écarts financiers qui prouvaient la corruption des officiers corrompus vivants au-dessus de leurs moyens, mais cela n'avait pas été remarqué ou étudié. Les relevés de cartes de crédit de 1985 ont révélé des achats et des voyages suspects qui ne correspondaient pas aux activités signalées par l'agent et l'argent ont conduit directement à quelqu'un qui avait tout pour perdre l'enquête. Ils ont également découvert un réseau d'informateurs criminels qui étaient au courant du sort de Patricia, mais qui avaient été trop terrifiés à l'idée de parler. Ces informateurs ont révélé cette rumeur dans la rue en 1985 était que Patricia avait été tuée parce qu'elle s'était trop rapprochée de la corruption policière. Selon plusieurs informateurs, ont fourni indépendamment des récits similaires de ce qu'ils avaient entendu de leurs contacts criminels. Ils ont décrit un plan pour éliminer Patricia, ce qui avait été discuté ouvertement parmi les criminels qui travaillaient avec la police corrompue. Les informateurs n'avaient jamais été interrogés lors de l'enquête initiale, bien qu'ils soient connus pour travailler régulièrement avec la police. Certains ont essayé de fournir des informations, mais ont été refoulés ou menacés. D'autres ont-ils avaient trop peur de se manifester parce qu'ils craignaient pour leur propre sécurité. Ils ont tous souligné la même chose choquante. Pendant ce temps, les preuves matérielles du cas de Patricia étaient réexaminées à l'aide de méthodes médico-légales modernes. Les techniques de test ADN sur les preuves de sa voiture de patrouille ont révélé du matériel génétique de quelqu'un qui n'avait jamais été identifié ou interrogé lors de l'enquête initiale. L'analyse des fibres de l'uniforme de Patricia a révélé des traces de matériaux qui n'étaient pas cohérents. Avec son environnement de travail habituel, les échantillons de cheveux trouvés dans sa voiture correspondaient à quelqu'un qui n'aurait pas dû avoir accès aux preuves d'empreintes digitales du véhicule qui avaient été rejetées comme non concluantes en 1985, améliorées à l'aide de nouvelles techniques et adaptées à un individu connu. Preuves médico-légales ont permis de dresser un tableau clair de ce qui était arrivé à Patricia et de savoir qui en était responsable. A. Raconter une histoire complètement différente. Au fur et à mesure que la nouvelle enquête progressait, elle est devenue claire que la conspiration visant à dissimuler le meurtre de Patricia impliquait davantage de personnes que ce que l'on pensait initialement. Le réseau ne comprenait pas seulement les officiers directement impliqués dans la corruption, mais aussi des superviseurs qui ont aidé à dissimuler des preuves, des techniciens qui ont perdu ou de preuves cruciales contaminées, et des administrateurs qui ont enterré des rapports et de personnel réaffectés pour limiter l'exposition. La conspiration a atteint plusieurs divisions du département de police et impliquait à la fois des officiers en uniforme et des détectives. Certains participants étaient activement impliqués dans le meurtre de Patricia, tandis que d'autres ont simplement aidé à cacher le crime après coup. Le réseau de la corruption et la dissimulation était plus étendu que quiconque l'avait imaginé, mais il n'avait pas compté sur un élément crucial, erreur. L'enquête interne du département avait révélé la vérité sur le sort de Patricia dans les semaines qui ont suivi sa disparition. Un rapport secret détaillait exactement ce qui lui était arrivé.
qui en était responsable et comment une dissimulation était orchestrée. Ce rapport a identifié les meurtriers de Patricia et a fourni des preuves qui pourraient-on conduire à des arrestations et des condamnations immédiates. Le rapport a documenté l'enquête de Patricia sur la police corruption et a expliqué pourquoi elle avait été ciblée pour être éliminée, y compris les déclarations de témoins physiques de preuves et des documents financiers qui ont prouvé le cas au-delà de tout doute. Cependant, ce rapport a été classé au plus haut niveau et caché au public. La décision a été prise de se sacrifier la vie de Patricia et le besoin de justice de sa famille pour protéger la réputation du service de police. Savait exactement ce qui était arrivé à Patricia dès le premier jour. Le rapport interne secret a révélé que Patricia avait été attirée à une réunion par des officiers corrompus qui prétendaient avoir des informations sur la corruption dont elle faisait l'objet. Enquêtant sur le fait qu'elle avait été tuée au cours de cette réunion lorsqu'il est devenu clair qu'elle ne pouvait pas être achetée ou intimidée pour la réduire au silence, son corps avait été immédiatement éliminé. Sa voiture de patrouille avait été déplacée pour créer de la confusion sur la chronologie et le lieu de sa disparition. Le rapport a nommé 3 officiers comme étant directement responsables du meurtre de Patricia et a identifié plusieurs autres personnes qui avaient participé à la dissimulation et avait également détaillé comment les preuves avaient été détruites sous falsifiées pour empêcher la résolution de l'affaire. Le rapport avait été écrit par un enquêteur honnête qui a ensuite été transféré dans une autre division et à qui on a dit de ne jamais parler dès les cas où ce rapport contenait l'identité du tueur. La décision d'enterrer le rapport interne provenait des plus hauts niveaux du département de police et les responsables du gouvernement de la ville ont soutenu que révéler la corruption et le meurtre détruirait la confiance du public dans les forces de l'ordre et pourrait conduire à troubles civils. Ils ont affirmé que le bien commun exigeait des sacrifices, le cas de Patricia. Pour maintenir l'ordre social, les fonctionnaires qui ont pris cette décision étaient plus préoccupés par leur carrière et la réputation du département que par la justice pour Patricia ou sa famille se sont convaincus que Patricia était déjà morte et que détruire plus de vies ne la ramènerait pas cette année. Calcul froid a ignoré les souffrances continues de la famille de Patricia et de Lael. Message qu'il a envoyé est que les policiers pouvaient littéralement s'en tirer avec un meurtre. Ils ont choisi leur carrière plutôt que la justice. Pour Patricia, le coup psychologique de garder un secret aussi massif a affecté de nombreuses personnes. Personnes impliquées au fil des années, plusieurs officiers ont développé des problèmes d'alcool ou ont souffert de dépression alors que la culpabilité les rongeait. Certains ont quitté la police totalement incapables de continuer à travailler dans un environnement où ils savaient que des meurtriers circulaient librement, tandis que d'autres les traversaient. Sont lancés dans leur travail en essayant de compenser leur silence, en résolvant d'autres affaires que quelques officiers cherchaient thérapie ou conseil, même s'ils ne pouvaient pas révéler la véritable source de leur culpabilité, mariage et relations soufferts, alors que le stress de garder le secret a fait des ravages dans la corruption. Les choses qui ont commencé par accepter des pots de vin ont évolué vers quelque chose de beaucoup plus sombre, et de nombreux officiers ont réalisé qu'ils étaient trop impliqués. Se retirer, mais la culpabilité a tendance à ronger les gens au fil des années. Il y a eu de nombreuses opportunités de résoudre le cas de Patricia qui ont été délibérément ignorées ou sabotées. Les informations reçues n'ont jamais été correctement suivies, même lorsqu'elles pointaient directement vers la vérité. Les informations qui ont fait surface ont été rapidement enterrées ou les témoins discrédités qui ont tenté de se manifester ont été intimidés ou ignoré. Les avancées technologiques qui auraient pu résoudre l'affaire n'ont jamais été appliquées au témoignage de Patricia. De nouvelles techniques d'enquête ont été utilisées sur d'autres affaires non résolues, mais pas sur chaque opportunité manquée de Patricia représentait un choix conscient de continuer la couverture plutôt que de rechercher la justice. Certaines opportunités ont été manquées en raison de l'incompétence, mais la plupart ont été manquées parce que résoudre l'affaire de Patricia aurait révélé la corruption et dissimuler chaque opportunité manquée était un choix de laisser tomber Patricia. Le point de basculement est arrivé
Lorsque de nouveaux dirigeants ont pris le contrôle du département de police et du bureau du maire, ces fonctionnaires n'avaient aucun lien avec le dissimulation initiale et aucun investissement dans la protection des personnes impliquées lorsque la fille de Patricia et le journaliste spécialisé dans les affaires criminelles ont présenté leurs preuves de la dissimulation, ce qui a horrifié la nouvelle direction. D'après ce qu'ils ont appris, ils ont immédiatement ordonné un examen complet de l'affaire et ont affecté des ressources à l'enquête. Non seulement le meurtre de Patricia, mais aussi la dissimulation qui a suivi, ainsi que les aspects juridiques, la pression exercée par la famille de Patricia, qui avait engagé des avocats menaçant de poursuites pour mort injustifiée, a également forcé la justice à agir. Le délai de prescription est expiré pour la plupart des accusations de corruption, mais le meurtre n'a pas de délai de prescription. Finalement, quelqu'un de puissant a décidé de chercher la vérité en 2003 sur une autoroute de Routinel. Projet de construction consistait à agrandir un viaduc qui avait été construit au début des années 1990. L'équipe de construction travaillait à l'amélioration du drainage sous le viaduc lorsqu'elle a rencontré une zone où le béton semblait différent du reste de la structure. Les ouvriers pensaient d'abord avoir trouvé une construction défaut ou problème de tassement qui devait être résolu. Le projet impliquait de creuser plus profondément que habituel, car les nouvelles réglementations environnementales exigeaient des systèmes améliorés d'écoulement des eaux. L'emplacement était dans une zone isolée où l'autoroute traversait un lit de ruisseau asséché qui ne se remplissait que lors de fortes pluies. Bruit de la circulation. L'autoroute au-dessus aurait masqué tous les bruits venant d'en bas pendant la construction d'origine. La zone était rarement visitée à l'exception des équipes de construction et des ouvriers d'entretien occasionnels. Personne ne s'attendait à ce qu'ils trouveraient en dessous. L'ouvrier du bâtiment qui a fait la découverte utilisait une petite excavatrice lorsqu'il a remarqué quelque chose d'inhabituel dans le sol. Au début, il pensait avoir heurté un gros morceau de construction de débris ou un vieux tuyau. Mais à mesure qu'il enlevait soigneusement plus de saleté, il réalisa qu'il regardait quelque chose de beaucoup plus dérangeant. Le travailleur arrêta immédiatement son équipement et a appelé son superviseur sur les lieux. Le superviseur a jeté un coup d'œil et a su qu'il devait contacter la police immédiatement. Et le chantier a été rapidement sécurisé et des détectives ont été appelés pour enquêter. La zone a été traitée comme une scène de crime potentiel, dont l'accès est réservé au personnel autorisé. Uniquement l'équipement lourd a été déplacé loin du site de découverte pour préserver toute preuve supplémentaire qui pourrait être enterrée à proximité. Ce qu'il a vu l'a fait appeler immédiatement la police, après 18 ans d'enterrement sous le béton et l'acier. Les restes de Patricia ont finalement été retrouvés dans l'état des restes, ont rendu l'identification difficile. Mais les dossiers dentaires et l'ADN-LS test ont confirmé ce que tout le monde soupçonnait avec le badge de police de Patricia retrouvé, avec sa dépouille, ainsi que son arme de service et ses menottes. Ces objets avaient été laissés avec son corps, peut-être comme un message, ou simplement parce que les retirer aurait été trop risqué pour la tueur. L'endroit où elle a été enterrée correspondait à la chronologie que les enquêteurs avaient élaborée pour elle. La disparition des conditions environnementales sous le viaduc avait en réalité contribué à préserver certaines preuves qui auraient été perdues si le corps avait été enterré dans le sol. Le tissu de l'uniforme de Patricia était toujours identifiable et certains objets personnels ont survécu aux années passées. Sous terre et le reste ont raconté l'histoire des derniers instants de Patricia, une analyse médico-légale de l'Est-Rest. De Patricia, ont révélé des informations cruciales sur la façon dont elle avait été décédée. La cause du décès a été déterminée comme étant des blessures par balle grâce à des analyses balistiques de preuves reliant les balles à sa propre arme de service, ce qui indiquait que Patricia avait été tuée avec sa propre arme probablement après avoir été désarmée par ses agresseurs. Le médecin légiste pourrait déterminer l'heure approximative du décès en fonction de l'état des restes. Et d'autres facteurs suggérés par les preuves que Patricia avait été tuée peu de temps après sa disparition et non retenue captive pendant une période prolongée. Il y avait également des signes indiquant qu'elle s'était battue contre ses agresseurs avec des blessures défensives visibles sur ses os. L'angle était l'emplacement des blessures par balle, a fourni des informations sur les circonstances de sa mort.
Les analyses médico-légales ont révélé quelque chose que personne n'attendait, l'emplacement. L'endroit où le corps de Patricia a été retrouvé était important pour plusieurs raisons. Suffisamment éloigné pour que les activités de construction ou d'enterrement ne soient pas facilement observées, mais suffisamment accessible pour quelqu'un pourrait y transporter un corps sans difficulté. La zone était également familière aux policiers locaux qui auraient été au courant de son isolement et du manque de circulation piétonnière régulière. Au moment opportun, l'enterrement de Patricia a coïncidé avec la construction du viaduc, suggérant que ces assassins avaient une connaissance interne du calendrier de construction, ce qui leur ont permis d'enterrer le corps et de le dissimuler définitivement lorsque le béton a été coulé pour le viaduc fondation. Le choix de l'emplacement a démontré une planification et une familiarité avec les deux procédures policières. Et les activités de construction, seule une personne ayant une connaissance approfondie choisirait cela lieu de la découverte des restes de Patricia, a officiellement rouvert son dossier et a porté l'attention renouvelée des médias sur son histoire. L'enquête a été confiée à une task force de détectives de plusieurs juridictions pour garantir l'objectivité et prévenir tout conflit d'intérêts. La famille de Patricia a finalement eu la confirmation de ce qu'elle craignait pour 18 ans, mais ils avaient aussi l'espoir que justice soit enfin rendue. La couverture médiatique a été importante, les médias nationaux reprenant l'histoire du policier dont le meurtre avait été dissimulé par son propre département. L'indignation publique suscitée par cette affaire était intense au sein de la communauté. Exigeant des comptes de la part des dirigeants de la police, la découverte a également été justifiée. La famille de Patricia, qui n'avait jamais cessé d'insister sur le fait qu'elle n'avait pas simplement quitté sa vie, mais qu'elle avait trouvé Patricia C., n'était que le début avec les restes de Patricia récupérés. Les enquêteurs pourraient reconstituer enfin une chronologie complète de son dernier jour, la police scientifique. Les preuves de son corps correspondaient aux déclarations de témoins qui avaient été ignorées ou supprimées lors de l'enquête initiale. L'enquête sur l'emplacement de son lieu de sépulture a aidé les enquêteurs à comprendre comment sa patrouille, la voiture avait atterri là où elle avait été retrouvée. Des relevés téléphoniques datant de 1985, qui avaient été les données stockées dans les archives, sont soudainement redevenues pertinentes et ont fourni des informations cruciales sur le calendrier de l'enquête. L'équipe a également maîtrisé les personnes qui avaient été interrogées en 1985, constatant que beaucoup d'entre elles étaient désormais disposées à fournir des informations qu'ils avaient trop peur de partager devant des témoins qui étaient enfants, en 1985 étaient maintenant des adultes qui comprenaient mieux ce qu'ils avaient vu. Tout commençait enfin à avoir du sens sur la base de toutes les preuves qui avaient été recueillies au fil des ans. Les enquêteurs ont développé un profil du meurtrier de Patricia. L'auteur devait être une personne possédant une connaissance détaillée des procédures policières et ayant accès à des informations sur l'enquête de Patricia sur la corruption. Il devait connaître Patricia suffisamment bien pour l'attirer à une réunion sans éveiller ses soupçons. Le tueur avait également accès à des informations de construction qui leur ont permis de choisir le lieu d'inhumation idéal. Ils ont démontré leur connaissance des procédures médico-légales prennent des mesures pour retarder la découverte de la voiture de patrouille de Patricia et contaminer les preuves du tueur avaient suffisamment d'influence au sein du département de police pour manipuler l'enquête qui a suivi et dissimuler toutes ces informations. Des facteurs ont indiqué qu'une personne au sein des forces de l'ordre avait été directement menacée par la corruption de Patricia Inquête. Le tueur s'était caché à la vue de tous. Alors que les enquêteurs fermaient haine, enquêtant sur leurs suspects, ils ont découvert que plusieurs des officiers impliqués dans la corruption initiale avaient quitté la police force peu de temps. Après la disparition de Patricia, certains avaient pris une retraite anticipée, tandis que d'autres avaient été transférés dans différents services ou ont quitté complètement les forces de l'ordre. Quelques-uns sont morts dans les années qui ont suivi, ont emporté leurs secrets avec eux, mais d'autres étaient encore en vie et pouvaient être tenus responsables de leurs crimes. Les enquêteurs ont soigneusement constitué des dossiers contre chaque suspect, sachant qu'ils n'ont qu'une seule chance de porter plainte après tant d'années, où ils ont rassemblé des dossiers financiers,
des déclarations de témoins et des preuves matérielles reliant des individus spécifiques au meurtre de Patricia et à la dissimulation ultérieure qu'ils ont finalement été prêts à procéder à une arrestation. La découverte sous le pont a révélé non seulement les restes de Patricia, mais aussi d'autres de preuves qui avaient été enterrées avec elle dans son carnet personnel, qui contenait des détails sur son enquête pour corruption avaient été placés dans un sac en plastique qui le protégeait de l'humidité et de la pourriture. Ce carnet contenait des noms, des dates et des allégations spécifiques qui corroboraient tout ce que les enquêteurs avaient appris sur le réseau de corruption de Patricia. Une arme de service a été retrouvée sur les lieux ainsi que des preuves balistiques qui s'avéreraient cruciales pour la poursuivre. Les tueurs avaient également des objets personnels que la famille de Patricia pensait ne plus jamais revoir, notamment une bague qui avait appartenu à sa grand-mère, mais le plus grand choc a été de trouver des preuves que Patricia portait un micro lors de sa dernière rencontre et l'appareil d'enregistrement était toujours avec sa dépouille, mais la plus grande révélation était, il reste à venir que les preuves matérielles récupérées sur le lieu de sépulture de Patricia fournissent les derniers éléments nécessaires à résoudre son cas. Les preuves ADN de ses restes correspondaient à des échantillons qui avaient été des preuves de fibres recueillies dans sa voiture de patrouille et à d'autres endroits ont permis de relier ses vêtements à matériaux trouvés dans les véhicules appartenant aux suspects, notamment des empreintes digitales laisses, preuves provenant d'objets enterrés avec Patricia, correspondaient à des individus qui n'avaient jamais été correctement étudiés dans l'original CAS. Les preuves balistiques ont montré que Patricia avait été tuée avec sa propre arme, mais ont également révélé que plusieurs de coups de feu ont été tirés, suggérant soit plusieurs tireurs, soit une lutte prolongée. Des échantillons de sol provenant de l'enterrement le site contenaient des traces de preuves qui pouvaient être associées au lieu où les suspects vivaient et travaillaient. Pointer du doigt quelqu'un de choquant après des années d'enquête et des mois de constitution d'un dossier hermétique, la police a finalement arrêté la personne responsable du meurtre de Patricia. L'arrestation a été un choc pour de nombreux membres de la communauté, y compris des policiers qui avaient travaillé aux côtés du tueur pendant des années sans le soupçonner. Leur implication. Le suspect était un collègue policier qui avait fait partie du réseau de corruption que Patricia enquêtait pendant l'interrogatoire. Le suspect a d'abord nié toute implication, mais il a finalement craqué lorsqu'il a été confronté aux preuves matérielles accablantes que la confession a révélées sur les dernières heures de Patricia et la panique parmi les officiers corrompus lorsqu'ils ont réalisé à quel point elle savait de leur activité. L'arrestation a apporté un sentiment de soulagement à la famille de Patricia, mais a également soulevé de des questions ont été posées sur le nombre de personnes impliquées dans la dissimulation du crime. Le procès du meurtrier de Patricia était un média point sensation qui a révélé la profondeur de la corruption au sein du département de police. Les procureurs ont présenté des preuves de complot visant à tuer Patricia et à dissimuler son meurtre, montrant comment plusieurs officiers avaient participé à divers aspects du crime. Les témoignages des témoins ont révélé que la peur et l'intimidation qui ont maintenu les gens silencieux pendant près de 2 décennies. Les tentatives du défendeur de blâmer d'autres officiers ou prétendre que la légitime défense s'est effondrée lors du contre-interrogatoire. Des témoins experts ont expliqué les preuves médico-légales et comment elles ont prouvé la thèse de l'accusation au-delà du raisonnable. Je doute que le jury ait entendu le témoignage de la famille de Patricia sur l'impact de son perte a eu sur leur vie. Après avoir délibéré pendant 2 jours, le jury a rendu un verdict de culpabilité sur toutes les accusations, y compris le meurtre au 1er degré et le complot que la famille de Patricia avait finalement. Leurs réponses au verdict du jury ont apporté un sentiment de clôture, mais l'héritage de Patricia s'est étendu bien au-delà de la salle d'audience. Son cas a révélé des problèmes systémiques au sein du service de police, qui a exigé une réforme immédiate. De nouveaux protocoles a été créé pour gérer les enquêtes internes sur la corruption, garantissant que des cas comme celui de Patricia ne se reproduisent plus jamais. Être enterrés par les mêmes personnes qui ont juré de rechercher la justice, que le département a mis en œuvre politique de rotation obligatoire pour les enquêteurs,
des affaires internes afin d'empêcher le développement de relations corrompues qui ont entaché le cas de Patricia, la fille de Patricia, désormais une femme adulte qui avait passé la majeure partie de sa vie à chercher des réponses, a finalement trouvé la paix qu'il avait après avoir échappé à sa famille pendant près de 2 décennies. Elle a créé une fondation au nom de sa mère, dédiée au soutien famille de policiers assassinés et plaidoyer pour la transparence de la loi et enquête d'application de la loi. La Fondation a également fourni des bourses aux jeunes poursuivants. Carrière dans la justice pénale garantissant que l'engagement de Patricia envers un travail policier honnête inspirerait l'avenir génération, l'affaire a également conduit à la création d'unités spécialisées dans les affaires non résolues. Grâce à des mesures de surveillance et de responsabilisation renforcées, ces unités ont eu accès à des analyses médico-légales avancées, technologie, et étaient dotées d'enquêteurs qui n'avaient aucun lien avec les cas originaux qu'ils avaient examinés. Les protocoles de Patricia Williams, tels qu'ils sont devenus connus, nécessitaient une surveillance externe pour tout cas impliquant la disparition ou le décès d'un agent des forces de l'ordre, mais même avec la justice finalement rendue, certaines questions subsistaient dans l'esprit de ceux qui avaient suivi l'histoire de Patricia. Combien d'autres cas ont été compromis par le même réseau de corruption? Y avait-il d'autres familles qui s'étaient vues refuser la justice pour protéger la réputation de ceux qui étaient au pouvoir? L'enquête avait révélé la pointe de l'iceberg, et beaucoup se demandaient quels autres secrets sont restés enfouis sous la surface des dissimulations institutionnelles. Le chantier, où les restes de Patricia ont été découverts, est devenu un mémorial non officiel avec la communauté. Les membres déposent des fleurs et des souvenirs à l'endroit où se trouve le département des autoroutes. Ils ont finalement installé une petite plaque reconnaissant le service et le sacrifice de Patricia, même si elle ne pouvait pas capturer le pleine mesure de son courage ou de l'injustice qu'elle avait subie envers les voyageurs passant sur ce tronçon de route. Rarement savait qu'il traversait un terrain qui avait gardé un secret si tragique pendant tant d'années. Le cas de Patricia également a souligné l'importance d'un journalisme persistant et de la défense des familles, en quête de justice. La journaliste criminelle qui n'avait jamais oublié son histoire est devenue une symbole du rôle crucial des médias pour demander des comptes. Oui, Institution sans enquête a montré que parfois les histoires les plus importantes sont celles que les autorités veulent garder secrètes. Enterrer le partenariat entre la fille déterminée de Patricia et le journaliste acharné a démontré comment citoyens ordinaires pourraient défier les systèmes puissants et exiger la vérité. Les officiers qui avaient participé à la dissimulation mais qui n'étaient pas directement impliqués dans le meurtre de Patricia ont dû faire face à leurs propres. Certains ont perdu leur pension, d'autres ont été accusés au pénal d'entrave à la justice et beaucoup ont été poursuivis. Le poids de leur silence pour le reste de leur vie. Le mur bleu du silence qui avait protégé les assassins de Patricia. Finalement, la technologie qui avait finalement aidé à résoudre ce problème s'est effondrée sous le poids des preuves et des temps changeants. L'affaire de Patricia a continué d'évoluer, apportant de l'espoir à d'autres familles impliquées dans des affaires non résolues. Les bases de données ADN ont été élargies. Les techniques se sont améliorées et les outils numériques ont facilité l'analyse de données complexes. Réseau criminel. L'affaire Patricia est devenue un exemple pédagogique dans les polices mises et programmes de justice pénale, illustrant à la fois les dangers de la corruption et l'importance de ne jamais abandonner la recherche de justice. Pour la famille de Patricia, la condamnation de son meurtrier a marqué la fin d'un chapitre, mais pas la fin de leur engagement envers sa mémoire. De prendre la parole lors de séminaires de formation de la police en partageant l'histoire de Patricia pour inspirer un comportement éthique parmi les nouveaux agents. A également travaillé avec des organisations de défense des droits des victimes pour soutenir d'autres familles confrontées à des difficultés similaires avec des problèmes non résolus. Et l'indifférence institutionnelle de la communauté qui avait soutenu Patricia. La famille, tout au long de sa longue recherche de réponses, a célébré la résolution de son cas, mais a également réfléchi à la situation plus large implication de ce qui a été révélé. La confiance dans les forces de l'ordre déjà fragile dans de nombreuses communautés, une reconstruction minutieuse, fondée sur la transparence et la responsabilité,
est nécessaire. Le cas de Patricia est devenu un catalyseur pour les initiatives de police communautaire qui ont mis l'accent sur la surveillance citoyenne et la transparence. Communication, le passage supérieur où Patricia avait été enterrée, a finalement été rebaptisé en son honneur, garantissant que son sacrifice ne soit pas oublié par les générations futures. La cérémonie d'inauguration a rassemblé des centaines de personnes dont la vie a été touchée par l'histoire de Patricia l'ouvrier du bâtiment, qui avait retrouvé ses restes aux officiers, qui avaient finalement traduit ces meurtriers en justice. Patricia Williams s'est lancée dans la police pour servir et protéger sa communauté, sans jamais imaginer que sa plus grande menace serait venant de son propre département. Son courage à enquêter sur la corruption avait cela, lui a tout coûté, mais son héritage a perduré. Dans les réformes et les changements qu'elle a subis, l'affaire avait inspiré la fillette de 8 ans qui attendait à la fenêtre que sa mère rentre à la maison et qui était devenue une femme qui a veillé à ce que le combat de Patricia pour la justice continue même après sa mort. Le dossier du meurtre de Patricia ont été scellés et archivés en préservant les deux preuves et des témoignages pour que les futurs chercheurs et professionnels de l'application de la loi puissent étudier son histoire, sont devenus partie des archives historiques. Un rappel à la fois du potentiel de corruption au sein des institutions et du pouvoir d'Esla persévérance dans la recherche de la vérité. L'enquête avait duré près de 2 décennies pour être achevée, mais la justice, bien que retardée, a finalement été rendue à Patricia. Williams était enfin en paix, et son meurtrier ne ferait plus jamais de mal à personne. La fille a finalement pu visiter une tombe et savoir que l'histoire de sa mère avait été racontée dans son intégralité à la communauté, pourrait avancer, en sachant que même les conspirations les plus puissantes pourraient être révélées lorsque des personnes courageuses ont refusé d'accepter le silence comme réponse, et quelque part d'autres familles, confrontées à des cas non résolus, ont trouvé de l'espoir dans l'histoire de Patricia, sachant que la vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, a une façon de l'histoire de Patricia, qui finit par être révélée, nous rappelle que derrière une famille désespérée cherche des réponses et une communauté en quête de justice pour sa disparition, sans laisser de traces, est devenu l'un de ces mystères de la vie réelle qui ont hanté tous ceux qui connaissaient son histoire, tandis que Patricia disparaissait sans explication en 1985. Son cas prouve que même les plus mystérieuses disparitions peuvent éventuellement être résolues grâce à la persévérance et au courage. Un véritable mystère criminel nous montre que les cas de personnes disparues, aussi froids soient-ils, méritent d'être poursuivis. L'histoire de Patricia rejoint d'innombrables autres cas de personnes disparues non résolues, où les familles ne cessent jamais de rechercher leurs proches disparus. Son cas démontre que de véritables problèmes non résolus, le mystère, exigent plus que de l'espoir. Ils exigent des actions, des responsabilités et le refus de laisser les disparitions suspectes inexpliquées si